Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau top 7 des voitures bondiennes. Alors, je vais déjà vous expliquer un petit peu comment j'ai fait cette sélection. Tout d'abord, j'ai pris le parti de ne pas sélectionner des voitures qui sont vues, revues, connues et reconnues, comme la Aston Martin DB5 de Goldfinger, comme la Aston Martin DBS de Haut Service Secret de Sa Majesté, ou encore la Lotus Esprit S1 de L'espion qui m'aimait, ou toutes les BMW de l'ère Brosnan, 750, Z8, Z3, etc., etc. Mais plutôt ce soir, le but, à travers ce top 7, c'est plutôt de mettre en valeur des véhicules qui ne sont pas forcément connus par les fans, enfin du moins par certains fans, qui ne sont pas forcément connus du grand public, qui se dit « Ah oui, mais je ne savais pas que tel véhicule était apparu dans un James Bond ». Alors ce classement, il peut paraître très hétéroclite, mais finalement il reflète un petit peu mes goûts en matière de voiture. C'est-à-dire en termes de performance, en termes de design, en termes d'originalité, en termes de rareté aussi, quelquefois ça peut arriver. Voilà, donc tout ça, ça donne un classement qui m'est personnel une fois de plus. Après, on aura, comme je vous l'ai dit à chaque fois, l'occasion d'en débattre, d'en parler, etc. Et après, peut-être que vous serez d'accord ou pas avec ce classement. Mais je veux dire, voilà, c'était l'occasion pour moi ce soir de remettre en avant des véhicules qui ne sont pas forcément très connus, qui méritent quand même une petite mise en avant, contrairement à ce qu'on fait trop souvent avec des véhicules comme la Aston Martin DB5, qui pour moi, à titre personnel, et je l'ai dit d'ailleurs souvent, me semble une véritable anachronie aujourd'hui dans les films de James Bond. C'est un véhicule, c'est une vieille gabarde qui date de 1964, qui n'a plus rien à faire dans un film tourné en 2010 ou 2020 ou 2030. On ne sait pas encore quand sortira le prochain James Bond et si la DB5 y apparaîtra. Après, il est vrai qu'on ne sait pas non plus comment les véhicules peuvent apparaître dans la saga. Est-ce que c'est des partenariats? Est-ce que c'est des contrats, à l'instar de ce qui avait été fait pour BMW à l'époque Brosnan, avec 3 films, ou ce qui est fait actuellement avec Aston Martin, qui place régulièrement ces nouveaux véhicules dans les films de James Bond. Après, je veux dire, c'est un petit peu au fil de l'eau que les choses se font en fonction des besoins de la production, etc. etc. De sorte que j'ai recensé à peu près une centaine de véhicules conduits par James Bond lui-même, par les James Bond Girls, par les ennemis ou par des seconds rôles. Voilà. Et c'est ce que je voulais préciser en démarrant cette vidéo. Et je vais commencer tout de suite par mon numéro 7 de ce classement. Alors, pour ce numéro 7, je choisis la Renault Fuego Turbo apparaissant dans Dangereusement Vôtre. Bon, il faut savoir que Dangereusement Vôtre est l'archétype du film où le partenariat clair avec Renault a été validé. On voit la Renault 11 Taxi, on voit naturellement cette Renault Fuego de couleur rouge, turbo, et naturellement, pour ceux qui l'ont oublié, on a aussi un Jeep Cherokee qui est conduit par Stacy Sutton aux États-Unis. À l'époque, Jeep était une filiale de Renault, au même titre que AMC. C'était la volonté des constructeurs français d'essayer de tenter d'attaquer le marché américain. Bon, et malheureusement, l'histoire a voulu que tous les constructeurs français qui ont tenté de prendre d'assaut le marché américain se sont cassés les dents. Ça a été le cas pour Peugeot, ça a été le cas aussi pour Citroën et aussi pour Renault, qui ont tous rapidement renoncé en dépensant au passage des sommes absolument pharaoniques. Renault a sorti d'ailleurs quelques modèles exclusifs, pour le marché américain, comme la Renault Alliance, comme le Car, qui est une variation de la Renault 5, etc. etc. Bon, enfin, je ne vais pas faire une histoire d'automobile ce soir. Et pour en revenir à cette Renault Fuego, en 84, elle venait juste de sortir, elle était apparue au catalogue quelques mois seulement avant le tournage du film. Alors, la Renault Fuego, c'est vrai qu'elle a une réputation de voiture un peu ringarde, pas forcément très belle, pas forcément très sportive. Bon, cette version-là en turbo, c'était quand même du très très haut de gamme chez Renault. 132 chevaux, moteur 1,5 litre turbo, 4 cylindres naturellement, avec beaucoup d'équipements, chaîne stéréo à 4 ou 6 haut-parleurs de marque Philips. La première fois au monde qu'on avait un verrouillage centralisé à télécommande, ce qu'on appelait le PLIP chez Renault, toit ouvrant, siège en cuir sur option, vitres teintées, peinture métallisée, etc. etc. Bon, bien avant l'avènement d'équipements de sécurité comme l'ABS, etc., qui n'apparaîtra chez Renault que sur la Renault 25 un an plus tard. Et donc cette Renault Fuego, je trouve qu'elle
qu'elle fait le taf dans le film, elle s'inscrit pleinement dans le partenariat avec Renault, mais je trouve qu'elle colle parfaitement au personnage de Pam Ho et de Jenny Flex. Je veux dire, elle est tape à l'œil, elle n'est pas ostentatoire, mais cela dit, elle reflète une certaine vision de la France, le film a été tourné en France, et tout simplement, elle reflète tout simplement ce qu'était la technologie française à l'époque. Et justement, c'est très intéressant, parce que dans les James Bond, souvent des véhicules français apparaissent. Je veux dire, on a eu moult et moult véhicules français, mais j'aurai l'occasion d'y revenir à l'occasion de mon numéro 6. May I remind you that this operation was to be conducted discreetly. All it took was 6 million francs in damages and penalties for violating most of the Napoleonic Code. Well, under the circumstances, sir, I thought it more important to identify the assassin. What did you learn from Aubergine before his untimely demise? Alors, pour ce numéro 6, justement, bah tiens, Dangereusement Vôtre est encore à l'honneur, j'ai choisi la voiture qui sert à exfiltrer James Bond du commissariat de police à Paris. C'est une 604 limousine fabriquée par Ollier. Alors, là aussi, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Comment un véhicule pareil a pu se retrouver dans un James Bond? Ce véhicule a été fabriqué à 128 exemplaires seulement, elle est fabriquée par Ollier, dans les Deux-Sèvres. C'était un modèle uniquement sur commande. Donc, comme je le disais, 128 exemplaires. Et celle qui apparaît dans le film, ben, quelque part, c'est un petit peu une curiosité, une aberration. C'est un modèle déjà américain. On le reconnaît notamment à ses doubles feux à l'avant, ses catadiopes à l'arrière, son répétiteur de clignotants à l'avant. Pourquoi le MI6 qui est probablement un véhicule de fonction des services secrets britanniques à Paris, pourquoi pas utiliser une Daimler, pourquoi pas utiliser une Jaguar, pourquoi utiliser une Peugeot, qui plus est en version aussi limitée? Alors là, honnêtement, j'ai jamais compris, mais j'aime beaucoup le design de cette voiture. Pas tellement la 604 en tant que telle, comme je peux le préciser. Je veux dire, toutes les grosses berlines françaises ont toujours été des fours monumentales. Ça a été le cas notamment de la 604, ça a été le cas de la Talbot Solara, de la Renault 30, de la Renault Safrane. Je veux dire, à toute époque, l'ingénierie française c'est faire des véhicules vraiment d'exception, de très bonne facture, des véhicules très haut de gamme, mais je veux dire, malheureusement, on n'a pas la clientèle pour ça, et tous les véhicules vraiment grosses routières, grosses berlines, etc., ont systématiquement été des fours, à l'exception notable de la CX et de la Renault 25. Et donc, cette Peugeot 604 limousine, ben finalement, je ne comprends pas trop ce qu'elle fait dans le film. Parce qu'il n'y avait pas de partenariat avec Peugeot sur ce film-là. Bon, même s'il y en avait eu un avec PSA, pour rien pour vos yeux. Mais je ne comprends pas. Cela dit, c'est un très beau véhicule qui apparaît de manière vraiment très furtive. Mais je veux dire, ça reflète vraiment quelque part, là encore, le savoir-faire à la française. Un savoir-faire qu'on a encore et qu'on maîtrise encore aujourd'hui. Et je veux dire, voilà, pourquoi un modèle aussi rare, qui plus est, quand on sait que ce modèle-là, spécifiquement qui apparaît dans le film, est le modèle 006 de chez Heulier, le 6e exemplaire fabriqué, donc courant 1984, moteur diesel au lieu du traditionnel V6 PRV, boîte mécanique au lieu de boîte automatique pour la version berline, et surtout, ben voilà, il y a une petite anecdote que j'ai appris dernièrement, c'est que le véhicule est encore là. Il existe, on peut le trouver en France, il a été vendu aux enchères il y a à peu près 3 ans de ça, aux alentours de 20 000 €. Bon, il est dans un état, je dirais pas très fatigué, mais très moyen. Mais je veux dire, on a possibilité aujourd'hui de pouvoir le localiser, ce véhicule. Et voilà, c'était pour l'anecdote, c'était le cocorico du jour après la Renault Fuego et la 604. J'ai choisi, une fois n'est pas coutume, un véhicule japonais, la Toyota 2000 GT qui apparaît dans une deux fois. Alors là, bon voilà, quoi de plus normal, on est au Japon, le film est tourné au Japon, on se retrouve avec un véhicule japonais. La Toyota 2000 GT, finalement, ça colle très bien au personnage de Aki. C'est un petit véhicule fortement motorisé quand même, 2 litres 16 soupapes, qui doit faire à peu près dans les 160 chevaux, etc. Donc à l'époque, une puissance quand même assez considérable. Je veux dire, c'est l'archétype
de la voiture qui a été conçue spécialement pour le film. Il faut savoir que dans Nuit de foi, à l'origine, la 2000 GT n'existait qu'en version coupée. Ce qui est un petit peu, et les puristes m'excuseront pour ce raccourci un peu rapide, c'est un petit peu l'ancêtre, quelque part, des Toyota Celica. Et pour le film, ben, vu que Sean Connery est quand même d'une taille assez imposante, hein, plus d'1m90, ben, ils ont été obligés de retirer le toit. Donc en fait, ça a été fait un petit peu, entre guillemets, à la va-vite. C'est un modèle qui n'existe que pour le film. Il y en a 2 exemplaires qui ont été fabriqués. Les ingénieurs de chez Toyota ne se sont pas embêtés. Ils ont simplement coupé le toit. Ils n'ont pas mis de barre anti-rapprochement, pas de l'arceau, pas de capote, etc. Vraiment, c'est un véhicule qui est un véhicule strictement de série à laquelle on a enlevé le toit. 2 exemplaires fabriqués par le film. Un exemplaire qui a été détruit par l'entourage du film et l'autre exemplaire qui se trouve actuellement à Tokyo au musée Toyota. Et je trouve que ce véhicule, ben, il apporte vraiment pour le coup une vraie plus-value au film parce que ça reflète quelque part. Je vais faire une petite aparté à ce sujet-là. Ça reflète quelque part les tendances de design des époques. Et justement, c'est ce qui m'a toujours impressionné dans les James Bond. On a souvent parlé un petit peu de la géopolitique, des tendances au niveau des mœurs, etc., qui sont finalement les James Bond entre 1962 et 2021, entre Dr. No et Meurt un autre jour. Finalement, c'est le reflet de leur époque. Au niveau de la technique du cinéma, au niveau du montage, au niveau de la réalisation, au niveau de l'éclairage, mais aussi au niveau des mœurs, au niveau sociologique, au niveau des enjeux politiques, mais aussi au niveau du design, tout simplement, au niveau des décors, au niveau des villes, au niveau de l'architecture, mais aussi au niveau de l'automobile, et ça on ne le dira jamais assez. Entre un film tourné en 1964 avec les premières Mustang, ou à l'époque où Ford avait une véritable hégémonie sur les véhicules dans le cinéma, et jusqu'au dernier film, ben finalement on a eu toute l'évolution du design automobile des années 60 jusqu'aux années 2020. Et c'est ça qui est très intéressant dans les James Bond, c'est que finalement je me demande si quelque part les James Bond ne sont pas comment dirais-je, un indicateur et finalement une référence en matière d'évolution sociale et sociétale. Parce qu'on voit finalement le monde évoluer à travers les James Bond, 26 films après tout, c'est pas rien en 60 ans. Et finalement, on a vu la mode vestimentaire évoluer, on a vu les mœurs évoluer, et on a vu aussi naturellement l'automobile évoluer. Et justement, pour en revenir à 2000 GT, ben finalement, c'était un petit coupé cabriolet qui était tout à fait dans l'air de son époque. Bon, je veux dire, aujourd'hui, ça semble un petit peu, au niveau design, un petit peu dépassé, mais je trouve que c'est un véhicule extrêmement plaisant et qui colle parfaitement, comme je l'ai dit, au personnage de Haki, et qui ne fait pas tâche absolument dans le film. Pour mon numéro 4, j'ai choisi la Renault 5 Turbo 2 qui apparaît dans Jamais plus jamais. Bon, là encore une fois, partenariat avec Renault oblige. Que dire de ce véhicule emblématique? Moteur arrière, fabriqué uniquement sur mesure, entre Alpine d'un côté à Dieppe, Heulier dans les Deux-Sèvres, véhicule prélevé sur les usines de Flins en région parisienne. Je veux dire, c'est le véhicule de Fatima Blush. Je veux dire, je vous renvoie naturellement à l'événement qui a eu lieu sur la Côte d'Azur en présence de Barbara Carrera il y a quelques jours de ça. Je veux dire, voilà, ça c'est l'archétype du véhicule tape à l'œil, absolument incontrôlable, inconduisible pour le commun des mortels et qui colle parfaitement au personnage de Fatima Blush. Je veux dire, on ne pouvait pas choisir autre véhicule que quelque chose d'aussi exubérant pour le personnage de Fatima Blush interprété par Barbara Carrera. Je veux dire, bon, j'ai fait une chronique sur la Renault 5 Turbo 2, je veux dire, je pense qu'elle fait parfaitement son office dans le film Jamais plus jamais. Après, bon, je veux dire, voilà, ça peut sembler très franco-français, mon point de vue, parce que là, je vous ai parlé de la Renault Fuego, je vous ai parlé de la Peugeot 604, je vous ai parlé de la Renault 5 Turbo 2, bon, j'ai fait une petite exception avec la Toyota 2000 GT, mais finalement, c'est... Les voitures françaises dans les James Bond, ça a toujours été quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose qui apparaît régulièrement. D'ailleurs, une petite anecdote comme ça, je parlais tout à l'heure de la Renault Fuego. La Renault Fuego réapparaît aussi dans GoldenEye
et elle apparaît aussi de manière très fugace dans Meurt un autre jour. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Que dire d'autre sur la Renault 5 Turbo 2? Bon, j'ai déjà écrit un article dans le dernier archive du Club James Bond France, que je vous invite à commander si vous ne l'avez pas. Je vous mettrai le lien dans la description. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, et je pense que je n'ai pas besoin de m'étendre plus que ça. That was Bond. Good. Let him keep going. He'll be late, and we'll be rid of him, too. Where can I find the base commander? It's urgent. Let's see your circus pass. Damn it, man, I said it's urgent. Get out, put your hands up! Pour mon numéro 3, j'ai choisi l'Alfa Romeo GTV6 d'Octopussy, sur laquelle j'avais déjà fait une vidéo il y a déjà plusieurs mois en arrière. Alors que dire de la séquence en tant que telle? Je veux dire, bon, déjà, il faut connaître un petit peu l'histoire, comment l'Alfa Romeo GTV6 s'est retrouvée dans la production. Un petit peu par hasard, parce qu'il semblerait que Lotus ait tenté de faire le forcing pour réapparaître une troisième fois dans un James Bond. Et finalement, quand le véhicule Lotus Esprit est arrivé à Berlin pour le tournage, finalement, la couleur rouge très tape à l'œil, rouge claquant, n'a pas plu à John Glenn. John Glenn a décidé de se passer de la prestation de Lotus, et il s'est rabattu sur Alfa Romeo Allemagne, qui lui a fourni une GTV6, 2 exemplaires, un pour le tournage en Allemagne de l'Est, et l'autre, Allemagne de l'Ouest, pardon, sinon on risquerait de froisser les anciens communistes, et une autre pour le tournage en Grande-Bretagne, pour les plans de coupe, etc. etc. Alors ce véhicule-là, bon voilà, l'Alfa Romeo GTV6, c'est l'archétype de ce qu'est une voiture italienne par définition. Déjà, son moteur, le V6 Busso de litre 5, je veux dire, a une sonorité absolument fantastique. Je veux dire, j'ai eu l'occasion d'en conduire une, et effectivement, bon, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas d'aide à la conduite, il n'y a pas de direction assistée, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas d'anti-patinage, donc ça nécessite quand même d'avoir une certaine patte pour conduire ce genre de véhicule, et je veux dire, ça a un charme absolument incroyable, et je pense que la séquence d'Octopussy met particulièrement cette voiture en avant. Je veux dire, après, on ne sait pas où est la voiture, où sont les voitures. Je veux dire, comme c'est souvent le cas dans la production de films à gros budget, les véhicules disparaissent. Après, quelquefois, on peut les retracer ou pas. Je veux dire, bon, ces Alfa Romeo, on ne sait pas où elles sont passées, etc. Mais je trouve que ça apporte vraiment une richesse au film qui est absolument impressionnante. Qui plus est, quand on sait que les performances de l'Alfa Romeo GTV6 étaient sensiblement équivalentes aux voitures qui étaient utilisées par la police ouest-allemande à l'époque, à savoir des BMW 523i. On est à peu près sur le même type de performance. Et je pense que là, pour une fois, contrairement à ce qui avait pu transparaître dans Rien pour vos yeux, 2 chevaux versus 504 Peugeot, là, je veux dire, on est vraiment sur des performances à peu près équivalentes. Les 523 et la GTV6 ont à peu près le même type de puissance, aux alentours de 160-170 chevaux. Et là, je pense que pour le coup, la scène est extrêmement réaliste. Et je veux dire, non seulement le design de la voiture est absolument magnifique, merci Giorgetto Giugiaro, mais la scène est hyper réaliste, c'est bien filmé, c'est bien tourné. Je veux dire, voilà. Et ça nécessite... Voilà, ça justifiait de mettre cette voiture en avant, qu'on oublie souvent, même si elle existe en modèle réduit, etc., labellisé 007, tout ça. Mais je veux dire, c'est vraiment une très très belle voiture. Moi, honnêtement, je veux dire, je ne suis pas collectionneur de voitures de Youngtimer, comme on dit, mais je veux dire, ça, honnêtement, ça ne me dérangerait pas d'avoir ce genre de modèle dans mon garage, parce que c'est vraiment le charme latin dans sa plus simple expression. ¡Alcánzalo! ¡Se englobó el camión! ¡No lo dejes pasar! ¡Sí, patrón! ¡Rápido! Detengan a Bond. Don't worry, it's only money. Pour mon numéro 2, justement, on reste en Italie et j'ai choisi la Maserati 425i
de Franz Sanchez dans Permis de tuer. Alors là, je veux dire, on est encore sur un ovni. Isthmus City, c'est censé se trouver en Amérique latine et la production a choisi un modèle typiquement dédié au marché américain. La 425i chez Maserati était réservée uniquement au marché américain. Je veux dire, il y en a eu très peu d'exemplaires. C'était un modèle équipé donc du V6 Maserati de 2,5 litres en modèle injection avec catalyseur. Normes anti-pollution américaine oblige. Et je veux dire, on se demande pourquoi ce véhicule s'est retrouvé là. Alors, il est vrai qu'à l'époque, Maserati venait juste de passer sous le giron de Fiat. De Tommaso s'en était séparé. La biturbo et toutes ses dérivées, 222, 224, 228, 422, etc., sont tous à l'origine de la reprise après Citroën, de la reprise de Maserati par de Tommaso. Et là, je veux dire, on passe sous le giron Fiat, et peut-être que Fiat avait tout simplement la volonté d'essayer de vendre ce modèle qui a été une grande réussite. Bon, au niveau fiabilité, c'est pas ça, mais au niveau design, merci encore une fois de Giorgetto Giugiaro, qui était franchement une grande réussite. Après, il y a eu tellement de dérivés de la biturbo, etc. Mais je pense que c'est un véhicule qui convient parfaitement au personnage de Franz Sanchez. Parce qu'à l'époque, il y avait dans les véhicules très haut de gamme de chez Maserati, la Quattroporte, qui n'était pas franchement un top en termes de vente et en termes de fiabilité. Mais la biturbo, voilà, on est sur autre chose. Et je pense que cette voiture, elle reflète parfaitement un petit peu le personnage de Franz Sanchez, c'est-à-dire le luxe, mais sans être ostentatoire, sans être tape à l'œil. Même si Franz Sanchez a un goût quand même pour se mettre en scène, etc. On le voit notamment devant les journalistes lors de son arrestation en Floride et lorsqu'il revient à Isthmus City après s'être évadé. Je veux dire, voilà, la scène où apparaît la voiture, bon, c'est la poursuite des camions citernes. Je veux dire, je ne louerai jamais assez la qualité de cette scène par le trio habituel qu'a réalisé les James Bond des années 80, à savoir Arthur Rooster, Alec Miles et John Glenn naturellement, scénarisé par Michael Wilson et Richard Maybon. Je veux dire, voilà, là on tombe vraiment sur la meilleure scène du film, tout y est parfait. Le choix des décors, le choix des extérieurs, l'éclairage, le choix des véhicules, ces énormes camions citernes, ces tankers, etc., le petit avion de Pam, etc., bourré de couleurs, l'interprétation de Dalton. Et je veux dire, finalement, le véhicule, là encore, ne fait que sublimer. Et tiens, je vais remercier une fois n'est pas coutume Michael Kamen qui accompagne admirablement cette scène de fin de film où finalement on a un règlement de compte en bonne et due forme entre Sanchez et Bond. Et je veux dire, la Maserati 425 participe pleinement, je pense, à cette ambiance un petit peu particulière, très américaine, très film des années 80, fin des années 80, on va dire. Et je veux dire, au niveau design, je veux dire, moi, là encore, comme pour l'Alfa Romeo GTV6, une Maserati 400, c'est-à-dire 4 portes, je ne suis pas forcément très fan des voitures 4 portes, même si je possède à titre personnel actuellement une voiture 4 portes. Mais je veux dire, une version 2 portes, je me dis pourquoi pas. Bon, après, il est vrai que techniquement, au niveau châssis, je veux dire, c'est un véritable serpent de mer. Je veux dire, le train avant est complètement dépassé, etc. C'est très dangereux à conduire, surtout sous la pluie. Mais je veux dire, voilà, c'est une voiture qui s'accompagne, qui se prête très bien à l'ambiance du film. Et c'est une voiture que j'aime beaucoup. Et pour mon numéro 1, allez tiens, pour le coup, on va revenir à une voiture propre à James Bond. J'ai choisi la Lotus Esprit Turbo de Rien pour vos yeux, mais je n'ai pas choisi la version cuivre
Copperfire, mais j'ai choisi la version blanche. Voilà. Parce que cette scène de présentation avec la musique de Bill Conti, elle est absolument phénoménale. Je veux dire, en plus, bon, pour le coup, c'est Roger Moore réellement qui l'a conduit. J'ai expliqué un petit peu les tenants et aboutissants du tournage. Je veux dire, bon, Giugiaro avait dessiné la Lotus Esprit originale, celle qui apparaît dans L'espion qui m'aimait. Il a redessiné volontairement tous les appendices aérodynamiques, notamment les jupes, les bas de caisse, le spoiler, le béquet, etc. Et je veux dire, voilà, pour moi, c'est, au niveau design, c'est probablement la plus belle voiture du monde. Voilà. N'ayons pas peur des mots, il faut le dire comme ça, c'est pour moi la plus belle voiture du monde. Après, au niveau motorisation, au niveau fiabilité, bon, on peut toujours discuter. Je veux dire encore que celle-là est quand même bien motorisée. Moteur 2 litres 2, 16 soupapes, 4 cylindres, turbo, développant 240 chevaux, ou 215 chevaux, 240 km/h, voilà, pour être précis. Il faut que je me rappelle mes fiches techniques. Ça fait longtemps que je ne sais pas potasser, mais je veux dire, voilà, ça accompagne magistralement le film. Je veux dire, il est dommage, naturellement, que cette voiture n'ait pas le destin qu'elle ait mérité. Elle n'apparaît que 5 minutes sur la pellicule. La version blanche, naturellement, comme vous le savez, est victime de son système anti-vol. Et la version rouge, on ne la voit que très peu. Je veux dire, c'est vraiment une très belle voiture. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'elle apparaît sur l'affiche du film, mais beaucoup de fans ont tendance à oublier l'Esprit Turbo de Rien que pour vos yeux, qui est, d'un point de vue esthétique, bien supérieur à la S1 qui apparaît dans L'espion qui m'aimait. Après, bon, je veux dire, la S1 est beaucoup plus mise en avant dans les scènes du film parce qu'elle se transforme en sous-marin, elle est poursuivie par un sidecar, elle est poursuivie par un hélicoptère, par une voiture, elle finit dans l'eau en se transformant en sous-marin, tout ça. Mais je veux dire, voilà, si je devais résumer un petit peu mon classement des voitures un petit peu différentes de celles qu'on cite habituellement, voilà, ce classement serait le mien. Et voilà, bon après on peut toujours, comme je vous le disais, en discuter, on sera peut-être d'accord ou pas, peut-être que j'ai zappé d'autres voitures, j'aurais pu parler de la 2 chevaux, de Rien que pour vos yeux, j'aurais pu parler aussi de la MGB, de Barry Goodnight, j'aurais pu parler de la Stag One, des Diamants sont éternels, etc. Je veux dire, il y a tellement de véhicules, comme je l'ai dit, on a recensé plus de 100 véhicules. Voilà, c'était mon classement. Je vous remercie de m'avoir suivi. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Naturellement, c'est important pour le référencement. Et je vous souhaite à toutes et à toutes une excellente soirée. Et on se retrouve très bientôt. Bonne soirée.